Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillo-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politiste, spécialiste des relations internationales. On est bientôt à 500 jours des élections présidentielles américaines. Hier soir, le président Trump a lancé sa campagne à coup de Keep America Great, comprendre garder la grandeur de l'Amérique. Alors, elle est toujours aussi grande, l'Amérique, c'est toujours une superpuissance? Mais non, c'est tout le problème. C'était déjà le problème de la dernière élection présidentielle et c'est sur cette base que Trump avait été élu à la grande surprise de tous. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à une fraction de l'électorat américain qui est véritablement inquiète. Inquiète de se voir en situation de régression. Ce qu'on appelle aux États-Unis le petit blanc américain se considère menacé par la montée des minorités, et notamment hispanophones et de la minorité noire, tout ceci s'additionnant et rendant ceux qui se considéraient comme porteurs du destin américain minoritaires dans leur propre pays. Ajoutez à cela une mondialisation qui commence à être perçue dans beaucoup de secteurs de l'économie américaine, de la société américaine comme étant une mauvaise affaire pour les États-Unis, comme étant négative, source de diminution des revenus, et vous comprendrez pourquoi la formule choc « Make America Great Again » fait sens, fait tilt dans l'esprit d'une population inquiète. On retrouve beaucoup de symptômes que nous vivons en Europe et qui font la fortune du néonationalisme et du populisme. Et sur le plan international, le poids des États-Unis, il a aussi été considérablement affaibli, avec justement la stratégie de l'abandon du multilatéralisme. Oui, alors sur le plan international, et ce que l'on pourrait dire classiquement géostratégique, le bilan est quand même assez impressionnant. Quand on voit que les États-Unis n'ont pas gagné une guerre menée à leur initiative, je laisse de côté les grandes guerres de coalition multilatérale, depuis 1945. Il suffit de penser au Vietnam, à l'Afghanistan, à la Somalie, à l'Irak, et on voit à quel point ce qui était la force passée des États-Unis, c'est-à-dire cette image du gendarme qui, à partir de sa seule initiative, rétablissait l'ordre un peu partout, cette image-là, maintenant, ne fait plus sens. Et donc, il y a un vrai questionnement sur les États-Unis dans le monde, sur, en même temps, leur rôle messianique, c'est-à-dire ce rôle de sauveur du monde que les descendants du Mayflower aiment bien s'arroger, mais aussi sur le plan pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne à se lancer dans des expéditions militaires extraordinairement coûteuses. Le coût de l'expédition en Irak de 2003, c'est près de 1000 milliards de dollars, et effectivement, un peu contrairement au loto, ça coûte très cher, mais ça ne rapporte pas gros. Certains, justement, voudraient voir dans la diplomatie de Trump une stratégie pour gagner cette élection à venir là, de 2020. L'isolement sur la scène internationale, la stratégie de Trump, le mépris de Trump pour le multilatéralisme, ça peut être une stratégie gagnante pour lui? C'est-à-dire que lorsque vous vous adressez à une population qui a peur, n'oubliez pas l'importance de la peur du déclin et la peur tout court, dès que vous vous en prenez à l'autre, dès que vous dénoncez l'étranger, a fortiori si vous en faites un bouc émissaire, vous êtes gagnant. Lorsque vous cristallisez cette hostilité à l'égard de l'autre dans la critique du multilatéralisme, dont il est facile de dire qu'il coûte cher. C'est vrai que les États-Unis dépensent énormément pour le budget de fonctionnement des Nations Unies, vous vous rendez encore plus populaire. La fibre nationaliste passe d'une manière ou d'une autre par une critique du multilatéralisme. Tout ça est électoralement gagnant. N'oubliez jamais que c'est là-dessus que Trump a gagné en novembre 2016, c'est là-dessus surtout qu'il a fait sa fortune en dénonçant Hillary Clinton, qu'il avait beau jeu de présenter comme étant justement l'illustration de l'ancien ordre. Hier, je lisais dans le Figaro que, selon le journaliste Renaud Girard, j'ai des lectures intéressantes, vous voyez, en même regard lié au Figaro. Donc le journaliste Renaud Girard dit que le président Trump n'aime pas la guerre. Il n'est pas un belliciste, dit-il. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une formule qu'on entend beaucoup et qui me laisse assez froid. D'abord, est-ce qu'il est si facile de faire une typologie des chefs d'État qui aiment la guerre et de ceux qui ne l'aiment pas? Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire aimer la guerre? Est-ce que l'on parle du docteur Folamour? Est-ce que l'on évoque les folies meurtrières à la Adolf Hitler?
Ou est-ce que l'on parle au contraire de ces stratèges froids qui savent jouer de la guerre pour faire avancer leur pion politique? C'est déjà très très différent. Moi, personnellement, je ne comprends pas très bien ce qu'on veut dire par cela. Ce que je comprends, c'est que la vraie dichotomie, elle passe ailleurs. C'est-à-dire, elle distingue celles et ceux qui ont une vision globale du monde et qui comprennent que le monde ne peut survivre que dans l'interdépendance, et donc à partir d'une gestion des biens communs de l'humanité, et la paix fait partie de ces biens communs de l'humanité, et ceux qui considèrent que seule la carte nationale peut servir de guide à la production d'une diplomatie. Quand vous suivez ce fil, et c'est bien le fil trumpien, et aussi de beaucoup d'autres nationalistes dans le monde contemporain, vous allez quelque part en direction de la guerre. Parce que, qu'est-ce que c'est que la guerre historiquement dans notre monde? C'est le résultat longtemps présenté comme banal, naturel, même inévitable, de la compétition entre États-nations. Les États-nations sont nés pour se faire concurrence, pour rivaliser. Donc si vous partez de l'hypothèse nationaliste, vous êtes dans une logique concurrentielle, que vous le vouliez ou que ne vous le vouliez pas. Et si vous êtes dans cette logique concurrentielle, la guerre peut être au bout de la rue. Alors, aimer la guerre, pas aimer la guerre, c'est un peu des propos de presse people. Un dernier mot quand même sur la méthode Trump, la diplomatie par le tweet. Les envolées lyriques de Trump, on les connaît sur les réseaux sociaux. On l'a vu avec le président nord-coréen, le président français, Merkel, May, Trudeau, tout le monde y passe. Ça change quoi, justement, sur le plan diplomatique? Et ça dit quoi aussi de la singularité du président Trump? Alors d'abord, ça nous montre que Donald Trump n'a pas de diplomatie au sens classique du terme. C'est-à-dire une diplomatie, qu'est-ce que c'est? Diplomatie, je dirais historiquement, étymologiquement, c'est établir des ponts, des passerelles, gérer des séparations, tenter de régler des différends. C'est une technique. Et c'est une technique qui très longtemps a été plutôt secrète que publique. Là, nous avons affaire à exactement le contraire. C'est-à-dire non pas une technique diplomatique, mais une technique de communication. Et non pas une diplomatie orientée vers la solution des problèmes, mais ce que j'appellerais une diplomatie électorale ou même plus exactement une diplomatie d'affichage. La finalité de tous ces tweets, de toutes ces déclarations, de toutes ces postures, voire de la gestuelle que nous lui connaissons, c'est de toucher son électorat. Le diplomate essaye de toucher l'adversaire ou le partenaire. Trump essaye de toucher son électorat. Quand vous touchez votre électorat, vous faites des progrès sur le plan électoral, M. de la Palice en dirait autant, mais en revanche, vous ne touchez pas votre partenaire. D'où l'extraordinaire difficulté à partir de cette diplomatie d'affichage d'entamer des négociations sérieuses. Regardez les rapports avec Kim Jong-un. Tout était dans l'affiche. Et puis après, nous avions eu un sommet, puis surtout un deuxième sommet qui a abouti à strictement rien, sauf des photos. Ce n'est pas comme ça, évidemment, que l'on pourra régler les grands problèmes du monde. Alors je le disais, hier, Donald Trump lançait sa première grande réunion, son premier grand meeting de campagne électorale. Quelques heures avant ce meeting et en pleine tension justement avec l'Iran, le secrétaire d'État aux armées a annoncé sa démission pour consacrer, dit-il, plus de temps à sa famille. Ça vous paraît être la bonne raison ? C'est une excuse très courante, les raisons familiales ou des raisons de santé. On préfère dire raisons familiales parce que c'est moins tragique que raisons de santé et ça n'annonce pas une fin politique prochaine. Maintenant, il y a un désaccord au sein de l'administration Trump sur le dossier Iran. Alors, il y a certainement un désaccord. D'ailleurs, vous savez, dans l'histoire contemporaine, même déjà du temps de George W. Bush, mais c'était plus feutré, il y avait des tensions entre le Pentagone et la Maison-Blanche. Et les armées ne sont pas les plus va-t-en-guerre dans nos systèmes contemporains parce que les armées se rendent compte de l'impossibilité technique de réaliser les buts assignés par le politique. Mais je dirais que non seulement ces désaccords sont patents, mais il y a un autre élément plus profond, c'est qu'il n'y a pas que le Pentagone qui a été touché par cette instabilité. Le département d'État aussi, l'équipe de la Maison-Blanche également. La présidence Trump est probablement recordman en matière d'instabilité de personnel. Ça veut dire deux choses, l'instabilité de personnel. Ça veut dire d'abord
que la ligne politique n'est pas très claire, parce que quand la ligne politique est très claire, eh bien, l'équipe maintient sa cohésion autour du projet affiché. Mais ça veut dire aussi une deuxième chose, l'inconstance du président, l'effet de ses humeurs, et surtout le désir de gouverner en étant non seulement le maître des horloges, mais le maître des personnes. C'est-à-dire, vous dépendez de moi et demain, je peux vous liquider. C'est la façon un peu vulgaire du businessman caricatural. I fire you, je vous renvoie, je vous sac, comme méthode de management. Sur le plan politique, ça pose quand même des problèmes, parce qu'il ne faut pas oublier que justement dans les rapports internationaux, l'essentiel ne se fait pas à travers des rencontres entre chefs d'État, qui sont quand même plutôt rares, mais les contacts entre administrations. Quand ces administrations sont instables, comment voulez-vous que l'administration américaine soit crédible auprès de ses partenaires dans le monde? C'est un vrai problème. Pourtant, justement, c'est le secrétaire d'État démissionnaire qui a renforcé les troupes américaines au Moyen-Orient dans ce climat de tension, justement, où les États-Unis accusaient justement l'Iran d'être responsable des attaques des bankers. Qu'est-ce qui se joue concrètement en ce moment, justement, dans le conflit américano-iranien? Et surtout, comment on en sort? Est-ce que c'est possible d'en sortir de ce conflit? J'aurais tendance à reprendre mon argument de tout à l'heure, je ne vais pas changer d'avis en l'espace de quelques secondes, c'est-à-dire que c'est une diplomatie d'affichage. C'est-à-dire, l'idée, c'est de montrer et de démontrer que l'on tient tête à ces Iraniens, axe du mal, état préoccupant, tous les mots qu'on a entendus, et de montrer sa force, et surtout de montrer à chaque fois qu'on est le seul à décider. L'inconstance de Trump n'est pas seulement pathologique, c'est une manière de dire mais c'est le président des États-Unis qui décide du sort du monde. Ce n'est bien entendu pas l'administration américaine, mais les autres princes n'ont pour fonction que de regarder et de soutenir. Donc je crois beaucoup à cette diplomatie d'affichage qui au demeurant est très dangereuse parce qu'elle conduit à jouer avec toutes les fibres bellicistes possibles et imaginables, c'est-à-dire effectivement l'augmentation de la pression militaire, les mises en état d'alerte, le déplacement des forces américaines vers le Golfe, mais aussi jouer de l'humiliation. En jouant de l'humiliation, vous poussez celui qui vous fait face à la radicalité et donc à des discours d'escalade et peut-être même à des comportements d'escalade. Ça, c'est probablement le principal. Il est très dangereux car même si on ne veut pas aboutir à la guerre, il y a toujours un risque de dérapage ou de l'allumette qui met le feu aux poudres. Et une deuxième raison, c'est que l'un des rêves de M. Trump et de son entourage, je pense là notamment à Bolton, c'est de restructurer le Moyen-Orient. Ça a toujours été une obsession des États-Unis. Rappelez-vous Bush et son projet de Greater Middle East, c'est-à-dire de refaire en quelque sorte le Moyen-Orient. C'est extraordinaire, les États-Unis vont refaire le Moyen-Orient de l'Afghanistan jusqu'au Maroc. Eh bien, cela demeure et c'est renforcé depuis la présidence Trump par cette idée qui, il y a quelques années, aurait paru complètement farfelue, d'un axe Riyad-Tel Aviv-Washington, qui devient effectivement, jour après jour, de plus en plus fondamentale et s'y agrège l'Égypte du maréchal Sissi qui vient d'assassiner le président élu Mohamed Morsi, enfin un assassinat probablement déguisé, en tout cas lié à ses conditions de détention, les Émirats arabes unis. Bref, il y a tout un bloc qui est en train de se constituer. Et ce bloc, il faut le faire vivre. Comment faire vivre une alliance aussi improbable où dans le même sac se retrouvent les intégristes wahhabites de la péninsule arabique et l'extrême droite israélienne du Likoud. La seule façon de faire vivre et prospérer cette alliance, c'est de lui trouver un ennemi commun. C'est vieux comme le monde, c'est une recette schmittienne, c'est-à-dire héritée de Carl Schmitt. Eh bien, effectivement, l'Iran, c'est l'ennemi idéal, c'est celui qui soude contre lui l'Arabie Saoudite, Israël, l'Égypte, etc. Donc, il y a là une séquence qui est en même temps très politique.
Un mot quand même sur la Chine, hein, autre zone du monde, autre conflit. La Chine accuse les États-Unis de pratiquer un terrorisme économique. Là aussi, qu'est-ce qui se joue justement entre la Chine et les États-Unis? Ben, il y a une évidence qui s'impose aux yeux des États-Unis, c'est que la Chine est en train d'installer une forme d'hégémonie économique. Alors c'est très intéressant, parce que cette hégémonie économique ne peut être cachée à personne, et le grand projet One Belt, One Road, route de la soie, anciennement route de la soie, est là pour montrer que le projet numéro un de la Chine, c'est effectivement non seulement de contrôler le marché mondial, mais de reconstruire les normes internationales d'échanges économiques et sociaux. Et ça, c'est probablement une très grande rupture, une rupture qui fait peur à Washington et que Washington tente à endiguer en asphyxiant le géant économique chinois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où non seulement la prédominance économique des États-Unis, mais la capacité des États-Unis de définir les normes du commerce international se trouve menacée par la Chine, la seule solution, dans l'esprit des dirigeants américains, quelque peu nationalistes, comme on le disait tout à l'heure, c'est de recourir à une arme qui leur permettrait d'asphyxier l'économie chinoise. Le pari est dangereux, parce qu'en asphyxiant l'économie chinoise, à terme, on s'auto-asphyxie. Et donc, c'est tout le problème. C'est pour ça que la Chine parle de terrorisme économique. J'ai une dernière question, Bertrand Badi. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se prépare du côté des candidats démocrates? On sait qu'ils se réunissent pour un premier débat entre candidats le 26 et le 27 juin à Miami. Est-ce que les candidats démocrates ont une véritable politique alternative, diplomatique alternative, à opposer à Donald Trump? Je dirais que c'est tout l'enjeu. Je suis très impressionné lorsqu'on demande aux uns et aux autres qui va gagner l'élection ou est-ce que Trump peut gagner, qu'on ait des réponses définitives alors qu'on ne connaît pas le candidat démocrate. Il faut quand même admettre que si Trump a été élu en novembre 2016, c'est parce que le candidat ou la candidate, plus exactement, que le Parti démocrate lui avait opposé, était le mauvais candidat. C'est-à-dire un candidat qui, de toute manière, n'avait que peu de chances de gagner, et même qui alimentait le discours anti-establishment de Trump, puisque Hillary Clinton était directement issue de cet establishment. Le problème est de savoir si on va commettre la même erreur ou pas. C'est-à-dire si le nouveau candidat démocrate va épouser en quelque sorte la forme classique du Parti démocrate et être de ce fait très vulnérable, cible idéale pour Donald Trump, ou au contraire, si on renoue avec le temps 2008, la candidature de Barack Obama, c'est-à-dire chercher un candidat parmi les anciennes minorités culturelles des États-Unis, ce qui aurait l'avantage de mobiliser tout un électorat qui généralement ne vote pas, et donc de renforcer le camp démocrate, tout en désarmant quelque peu Trump, qui ne pourrait pas accuser son adversaire de porter les couleurs d'un establishment qu'il dénonce. Donc, il y a un véritable enjeu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que derrière cet enjeu de personne et d'image, il y a aussi un enjeu programmatique. C'est-à-dire que chacun sait qu'il y a une crise de l'hégémonie américaine, notamment sur le plan international. La question est comment gérer cette crise. C'est intéressant de voir que les présidents qui se sont succédés avaient chacun leur recette. Clinton, c'était en gros, il ne s'est rien passé de fondamentalement nouveau, malgré la chute du mur de Berlin, donc on continue. Bush, c'était il faut profiter de la chute du mur, de la fin de la bipolarité et de la mondialisation pour universaliser notre modèle. C'était le néoconservatisme. Obama, c'était de dire on ne peut plus rien par le leadership militaire, peut-être par une réactivation de l'hégémonie libérale et le rôle que l'on peut jouer dans le marché mondial, on pourra rétablir le soft power américain et donc l'influence américaine.
Trump, on sait ce que c'était, c'est-à-dire au contraire, retour à l'affirmation nationale. Il y a des cartes à jouer pour s'opposer à l'idée d'affirmation nationale. Ça peut être effectivement un retour vers un nouveau multilatéralisme, rejouer le jeu de la gouvernance mondiale. Ce peut être aussi redessiner ce que Bush père appelait aussitôt après la chute du mur un nouvel ordre mondial, mais dont on n'a jamais vu même le bout du nez, si tant est que l'ordre international est un nez. Merci beaucoup Bertrand Badi.